Très bien, donc bonjour à toutes et à tous. Voilà. D'accord. Je m'excuse. Vous êtes en live. Merci Sikeli. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir pour moi de partager avec vous cette présentation radar à pénétration du sol RPS pour l'agriculture. Mais avant cela, je tiens à remercier très fortement les organisateurs. C'est bon? Donc je tiens à remercier très fortement les organisateurs de la 9e édition de EPCOM, en l'occurrence M. Rida Boualeg et mon professeur Sifat Hichoubeni, qui était également mon directeur de thèse et avec qui je mène une collaboration très étroite à travers le encadrement de 4 thèses, dont 3 sont en co-tutelle. Voilà, donc c'est toujours plaisir de travailler avec lui. Aujourd'hui, donc, j'aimerais partager avec vous donc, ma passion pour les radars et pour aujourd'hui, donc, on va parler agriculture. Voilà, mais avant de me lancer dans la présentation, je vais d'abord me présenter très très rapidement et présenter d'une manière très restreinte mes activités de recherche liées au radar. Donc pour commencer, donc, je suis Sabel Dakhli, je suis maître de conférence du département électronique et électromagnétisme à Centrale Supélec, Université Paris-Saclay. Je fais partie également du laboratoire GIPS, donc le pôle électromagnétisme, équipe ondes et propagation. Et depuis janvier 2026, j'ai lancé ma boîte spécialisée dans la formation et le consulting dans le domaine des radiofréquences et de l'électronique. Donc, je vais parler d'une manière très rapide de mes activités de recherche associées au radar. Donc, entre 2021 et 2023, donc, j'ai travaillé en qualité d'ingénieur de recherche sur le projet AMBRA pour Active Multistatic Broadcast Radar. Donc, ce projet partait du besoin des JO 2024 à Paris. Et l'idée, c'est de développer un système radar passif permettant de protéger le Stade de France par des éventuelles attaques de drones. Donc, ce projet a été porté par la DGA, Direction Générale d'Armement, et qui a impliqué plusieurs partenaires, dont le laboratoire de recherche IETR, trois autres sociétés également. Ensuite, donc, de 2023 à 2026, donc, j'ai concadré avec la collaboration de Sifat Hichoubeni et de l'INSA de Rennes. Donc, il s'agit d'une co-tutelle INSA-Subcom. Et donc, la thèse consiste à développer des réseaux d'antennes réflecteurs, ce qu'on appelle les réflectorés, reconfigurables en diagramme pour les applications radar météorologiques. Donc, en gros, il s'agit d'antennes réflecteurs permettant pour concevoir un radar permettant de prédire donc, les phénomènes météorologiques, les inondations, etc., pour qu'elles soient accessibles aux autorités locales. Ensuite, j'ai également proposé un stage de recherche en collaboration avec le laboratoire Sondra pour développer un radar millimétrique pour la classification des cibles en milieu urbain. Et en Tunisie, donc, je suis en collaboration très étroite avec le Centre de recherche militaire, le CRM, avec qui donc, on a lancé une première édition de la conférence des journées scientifiques RadMod, qui a eu lieu la première version a eu lieu en février dernier, 2026, et on compte renouveler l'expérience en 2027. Donc pareil, donc, il s'agit de travailler sur les aspects anti-drones, les radars pour détecter les drones. Voilà. Donc je vous propose, donc jusque-là, bon, j'ai plutôt travaillé sur les aspects militaires du radar. Là, aujourd'hui, je vous propose une version plus soft, plus civile. D'accord? Donc, on va parler agriculture. Pour aujourd'hui, donc, je vous propose la présentation, le plan suivant. Je vais parler d'abord des contextes et des enjeux de l'agriculture. Par la suite, je vais essayer d'expliquer d'une manière assez simple donc, le principe de fonctionnement du RPS, son architecture, quelles sont les données qu'il prend en compte, etc. Donc, d'une manière simple. L'idée, c'est que à l'issue de cet exposé, vous ayez une petite idée sur ce que c'est un RPS et
quels sont les éléments de base à connaître et quels sont les outils de traitement et les paramètres qu'un RPS utilise pour le traitement. Voilà, ensuite, troisième partie, donc on va voir quelles sont les données, les outputs du RPS. Quatrièmement, quel est le rôle que peut jouer l'IA pour les radars à pénétration au sol. Et je terminerai par donner quelques défis et perspectives des RPS. Donc, il faut savoir aujourd'hui que l'agriculture est une stratégie importante dans tous les pays, et notamment en Tunisie, là où il y a plein de défis à résoudre, notamment le stress hydrique, l'hétérogénéité des sols. Et là, il y a des moyens qui sont déjà employés aujourd'hui, comme le carottage, le prélèvement et analyse biologique. Il y a aussi les outils de télédétection, que ce soit optique ou infrarouge. Mais tous ces outils-là représentent des technologies qui sont ponctuelles et non représentatives. Donc, on ne peut pas les utiliser donc, à une grande échelle des fermes ou du terrain en question. Elles sont également lentes et coûteuses. Et surtout, on est amené à faire des analyses qui sont plutôt invasives et destructives du sol. D'accord ? Donc l'idée, c'est de trouver donc, un moyen qui permet de remédier à toutes ces limitations. Donc en agriculture, on a besoin, pour préserver les sols, pour éviter les mesures invasives, l'idée, c'est d'utiliser donc, des technologies qui soient non invasives, non destructives, qui soient rapides, à haute résolution, et capables de voir sous le sol donc une certaine cartographie de sol. Et là, les radars à pénétration de sol, et quand je dis radar à pénétration, c'est les ondes électromagnétiques. Donc les ondes électromagnétiques, ils ont toute leur place dans ce domaine. Comme vous le savez, donc, les ondes électromagnétiques, c'est des champs EH. Donc ça permet d'étudier les phénomènes d'émission, réception des ondes électromagnétiques. Donc là, il n'y a pas besoin de contact direct avec les sols. Et dans ce contexte, le RPS peut jouer un rôle très très important. Alors, quelles sont les applications potentielles que peut remplir ou bien que peut jouer un RPS pour l'agriculture? D'abord, on peut estimer l'humidité de sol. Il s'agit tout de même donc d'une propriété importante qui permet de contrôler donc l'eau utilisée, consommée par les plantes pour l'irrigation. Ça permet également de détecter et caractériser les racines, pour avoir une certaine idée sur l'état de santé des plantes. Elle permet d'avoir une cartographie du sol grâce aux données qu'on obtient. Ça permet également de détecter les infrastructures enterrées et des obstacles. Donc les éventuels rochers, cailloux, les tuyauteries et tout ça. Donc tout ça, ça peut se faire grâce aux RPS. Il faut savoir que les radars à pénétration au sol sont utilisés dans plusieurs domaines. Donc ils sont utilisés par les gens qui travaillent dans le génie civil. Avant de faire des travaux, ils font une analyse de sol pour voir quelles sont les éventuelles cavités de gaz, des choses qui sont influentes qui peuvent gêner un peu les travaux. Ils sont utilisés également pour les géologistes, des gens qui travaillent dans les sites historiques pour trouver des éléments qui sont associés à des ancêtres. Et l'agriculture, justement, donc, peut être une application très importante pour l'RPS. Et donc, pour l'agriculture, donc, le véritable potentiel du RPS réside dans la capacité à fournir une vision qui est continue, très rapide et surtout non destructive, donc préserver les sols. Je vais passer maintenant rapidement pour expliquer qu'est-ce que c'est qu'un RPS et quel est le principe de son fonctionnement d'une manière assez simple. Donc déjà, il y a trois appellations. Donc, là, je vais utiliser deux appellations françaises. Radar à pénétration sol RPS, on dit aussi un géoradar. On dit également Ground Penetrating Radar en GPR, donc l'appellation anglaise. Donc il s'agit grosso modo d'un radar. Quand on dit radar, on dit forcément une antenne d'émission, une antenne de réception, unité de contrôle pour contrôler la puissance, la fréquence, etc. Et ensuite, une unité de traitement
pour traiter les données et les convertir à des éléments utilisables par les fermiers ou par les gens en question. Là, j'aimerais surtout signaler le fait qu'il ne faut pas confondre un radar à un détecteur de métaux. Ça n'a pas du tout le même principe de fonctionnement. Donc, quand on dit radar, ça utilise les ondes électromagnétiques, parce qu'en fait, sur le plan architecture, ça peut ressembler un peu. Donc, à gauche, le RPS, à droite, le détecteur de métaux. Le détecteur de métaux utilise le phénomène d'induction magnétique. Donc, d'ailleurs, le détecteur de métal, il ne détecte que les métaux. Donc, ça permet de créer une sorte de bobine qui va induire un courant. Et là, ça permet de dire s'il y a présence d'un métal ou pas. Donc, ce genre d'objet est utilisé pour les gens, les démineurs, ou bien ceux qui cherchent les métaux, l'or et tout ça, donc les métaux, voilà, tout ce qui est métaux. Donc nous, aujourd'hui, on va s'intéresser au RPS qui utilise les ondes électromagnétiques. Alors, quand on dit radar, donc là, je vais essayer de faire simple. Hein. J'ai mis quelques équations, mais quand on dit radar, il y a une seule équation qui définit le fonctionnement au radar, globalement, c'est l'équation du radar. Et dans cette équation de radar, il y a plusieurs paramètres. Donc l'intérêt, comment dire, le paramètre qui nous intéresse dans le cadre du RPS, c'est le paramètre sigma. Et ce paramètre sigma, il est proportionnel à une grandeur physique qui s'appelle la réflectivité. D'accord, la réflectivité. Et cette réflectivité, c'est un rapport entre l'onde réfléchie et l'onde émise. À travers cette réflectivité, on est capable de remonter aux propriétés diélectriques de matériaux. Donc il faut savoir que dès qu'on est entre une jonction entre deux matériaux différents, chaque matériau a sa propre permittivité. Et dès que l'onde rencontre un deuxième élément avec une permittivité différente, l'onde sera réfléchie. Donc à travers la relation R est égale à racine epsilon R1 moins epsilon R2, etc., cela nous va permettre d'isoler la racine de epsilon R2 et donc remonter au type de matériaux en question et donc la caractérisation du sol. Il faut savoir que epsilon R1 c'est l'air, donc on connaît bien la permittivité de l'air. Après, selon l'onde réfléchie, on peut remonter au type ou bien à la nature du matériau. Voilà, donc en gros c'est ça. On utilise une onde incidente, une onde réfléchie, on calcule le coefficient de réflexion. À partir de là, on remonte au epsilon R2 et on a un tableau qui permet d'identifier. Donc chaque epsilon correspond à un matériau. Ça, c'est un peu le principe global. À part cela, on est capable également. Donc là, grâce à cela, on a la capacité d'identifier les types de matériaux. C'est la permittivité qui le permet. Il y a une deuxième propriété, c'est donc dans l'agriculture, il ne suffit pas d'identifier le matériau, mais on a également besoin d'identifier sa profondeur, sa largeur. Et pour cela, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise la vitesse. D'accord? Donc la vitesse, elle est donnée par quand l'onde électromagnétique traverse un matériau avec une permittivité epsilon R. Donc la vitesse V est donnée par CRT sur epsilon R. D'accord? Et on sait que la distance, donc la vitesse est calculée par la distance sur le temps. Ici, on exprime la distance D, ça va être égale à V fois T sur 2. Donc en fait, en calculant la vitesse, on est capable à remonter à la distance parcourue par l'onde électromagnétique et par conséquent la profondeur des couches. D'accord? Donc voici en gros les deux principaux résultats que peuvent nous donner donc un radar d'interprétation. Donc identifier le type de matériau et calculer donc la profondeur grâce à ces équations. Donc je n'ai pas voulu trop entrer dans le détail des équations de Maxwell, mais ça c'est des éléments qui sont assez simples à comprendre. Alors, il faut savoir que dans l'équation du radar, donc il y a le paramètre lambda qui permet de représenter la longueur d'onde, qui est égale à C sur F, c'est hérité de la fréquence. Donc, on voit bien ici que si lambda augmente, donc PR augmente également, et donc l'onde a une meilleure portée. D'accord? Par contre, quand la fréquence augmente, lambda diminue, et donc
P est plus faible, mais le radar a une meilleure résolution pour distinguer les cibles. Pour vous dire qu'en agriculture, il y a un certain compromis à jouer. Donc, d'une part, on a besoin que l'onde pénètre le maximum possible dans le sol pour pouvoir distinguer les différentes couches. Et d'autre part, on a besoin d'une bonne résolution pour voir un peu les détails des couches, ce qui se passe, s'il y a des éventuels cailloux, rochers, etc. Donc, il y a un compromis à faire, d'où le besoin d'utiliser des RPS large bande. Donc, ici, généralement, les RPS travaillent dans la bande 300, 3 gigas, pour remplir ce compromis-là. Donc, profondeur, on va dire, correcte et une bonne résolution. Et si on dit radar, on dit forcément antenne. Donc là, je vais spécifier quelles sont les spécificités techniques que doivent remplir les antennes. Donc d'abord, pour répondre au compromis portée importante et bonne résolution, il faut forcément que les antennes soient large bande. D'accord ? Ensuite, les antennes, elles doivent être directives. Il faut que le diagramme de rayonnement donc, soit orienté vers le sol. Il faut une directivité assez importante pour concentrer l'énergie au niveau du sol et avoir une meilleure pénétration également. Polarisation linéaire, donc pour maximiser le couplage avec le sol aussi. Donc généralement les antennes sont en polar linéaire et des antennes blindées. Donc il faut savoir que les antennes sont placées soit sur un tracteur, soit un chariot, soit dans un drone. Et l'idée c'est d'éviter le couplage entre les éléments du tracteur par exemple et l'antenne. Et là on insère donc un élément métallique pour isoler, on va dire, l'antenne pour éviter d'être perturbé. Donc voici les exemples qui sont utilisés pour les antennes pour le RPS, donc les antennes cornées, l'antenne Vivaldi, antenne papillon. Donc ces éléments-là ont la caractéristique d'être large bande, ultra large bande même, directive également. Ici, le choix va se faire en fonction de l'élément sur lequel on va embarquer donc l'antenne. Donc si on a besoin d'éléments qui soient compacts, légers, donc on privilégie généralement les technologies PCB, à travers par exemple l'antenne Vivaldi ou l'antenne papillon. Si on n'a pas de contraintes géométriques, on peut favoriser l'antenne cornée qui ont de très belles performances, notamment en termes de bande passante et de gain. Alors, comment on monte les RPS? Donc il y a plusieurs façons de monter des RPS. Soit on les monte sur un chariot tout-terrain, donc la courbe à gauche là. On peut également l'embarquer dans des systèmes comme les tracteurs au quad. Donc c'est l'élément qu'on voit derrière. Et là la tendance aussi, c'est de les embarquer dans des drones, des systèmes aéroportés. Donc il faut savoir qu'un RPS fait à peu près 3,5 kg. Donc là il y a besoin d'utiliser des drones qui sont assez grands. Hein. Donc c'est des DJI 300, DJI 300. Donc les petits drones ne sont pas en mesure pour le moment de supporter la charge des RPS. Donc il faut des drones avec une certaine envergure, on va dire. Donc j'ai fait une petite recherche au niveau de la Tunisie pour voir où est-ce qu'on est la Tunisie par rapport au marché de RPS. Et j'ai identifié 4 sociétés, les 4 principaux sociétés. Il s'agit des revendeurs étrangers. Pour vous dire que l'RPS il s'est installé en Tunisie. D'accord. Ce n'est pas une technologie qui est complètement inconnue. Donc là, il ne s'agit pas des constructeurs, mais des revendeurs. Mais pour vous dire que les RPS, ils ont pénétré le marché local. Et je pense même qu'au niveau laboratoire de recherche, on s'intéresse à cette thématique-là. Donc on n'est pas complètement décalé. Donc ça, c'est d'après ma petite recherche. Donc j'ai fait une petite recherche bio. Donc de toute façon, on n'a pas le choix, parce qu'il faut savoir que le secteur agricole en Tunisie il est très très important, il est même stratégique. Donc l'idée, c'est d'utiliser tous les moyens, toutes les technologies pour garantir de bons résultats avec l'agriculture. Alors maintenant, je vais passer les données récoltées. À quoi ressemblent les données récoltées par un RPS? En simulation, donc comme il s'agit d'électromagnétique, donc il y a des logiciels de simulation électromagnétique qui sont dédiés à ça. Donc notamment le CST, le HFSS. Donc les gens qui travaillent sur la radiofréquence connaissent ces logiciels. Et comme donc, il y a 2 antennes qui seront employées, donc le profil d'onde qu'on récolte d'un sol, donc il est représenté donc, dans la figure du centre. Donc on voit l'onde qui est envoyée par l'antenne TX et l'onde réfléchie, donc qui est réfléchie dès qu'elle heurte
un milieu avec une permittivité différente. D'accord? Et donc, on voit bien qu'une atténuation de lente qui est due donc, au trajet effectué, etc. Donc, ça, c'est le profil en simulation. Je vais vous montrer également à quoi ressemblent les profils en mesure. D'accord? Donc, essentiellement, on distingue trois types, trois formes de mesure. On a le A-scan, le B-scan et le C-scan. Donc, le A-scan constitue un mesure à une dimension. Il s'agit de mesurer l'amplitude de l'onde en fonction du temps. Donc, ce qu'on voit, la première impulsion correspond à l'onde envoyée. Et dès que cette onde rencontre un milieu avec une permittivité différente, donc, il va y avoir une impulsion qui est réfléchie. Et là, ça permet, par exemple, de déterminer la profondeur du sol. Donc, pour remonter à la profondeur, il suffit juste de calculer le delta T et ensuite remonter facilement à la distance parcourue de l'onde. Et là, on est en mesure de déterminer la profondeur du matériau en question. Donc, là, il s'agit d'une représentation une dimension. Il y a aussi le B-scan ou le radargramme. C'est le profil de mesure qu'on utilise le plus dans les RPS. Il s'agit en fait de déplacement. Pour faire le A-scan, on fait une mesure statique, ponctuelle. Dès qu'on fait des mesures en se déplaçant, on obtient un profil 2D. Donc le B-scan, c'est un profil A-scan avec un déplacement. D'accord? Donc là, on a un profil 2D. Et on a également le C-scan avec un profil 3D. D'accord? Ici, dans la courbe en bas, on voit bien ici que les impulsions, dès qu'on a un changement de matériau, une permittivité, on a des impulsions qui apparaissent. Et c'est à partir de là qu'on peut remonter aux caractéristiques du sol, les matériaux qui composent du sol, mais également la profondeur. Donc voilà un peu à quoi ressemblent les données. Il faut savoir que ça consomme beaucoup de mémoire. C'est très gourmand en termes de mémoire. Et là, l'intelligence artificielle, les gens qui sont spécialistes dans l'IA, il faut savoir que l'IA a toute sa place dans ce genre d'application. Ça permet d'optimiser, de compresser les données, etc., etc. Comme vous voyez, surtout si on veut du 3D, ça consomme beaucoup, beaucoup de données. D'accord? C'est très énergivore, on va dire. Ouais. Alors, donc là, voilà, je vais parler un peu de l'IA. Donc, les données sont plutôt complexes, bruitées, volumineuses, difficiles à interpréter automatiquement. Et grâce à l'IA, donc, on peut faire du débruitage intelligent. Il faut savoir qu'on a sous le sol, donc il y a des obstacles, il y a des pierres, il y a des rochers, il y a des éléments qui n'intéressent pas donc les gens qui souhaitent avoir des mesures en agriculture. Et là, donc, il y a des mécanismes de filtrage à travers l'IA qui permettent d'avoir les informations nécessaires pour ce genre d'application. L'IA peut également faire une classification automatique des matériaux et diagnostics, comme le tableau que je vous ai montré tout à l'heure des permittivités. Il suffit d'avoir l'onde réfléchie, et là, automatiquement, l'IA peut donner une réponse très rapide, dire que voilà, votre matériau est composé par exemple d'argile, de l'eau, ensuite, etc., avec les bonnes profondeurs. Et ça, l'IA peut le faire très rapidement. Donc, sans l'IA, l'analyse des radargrammes dépend très fortement de l'expertise humaine. Et cette expertise humaine peut être remplacée par l'IA. Donc, on pourra avoir un diagnostic rapide et continu. Donc, là, j'ai donné un petit exemple de cartographie. Donc, avant l'IA et après l'IA. Donc, on voit une meilleure résolution, une meilleure clarté, donc une bonne interprétation. Alors, je vais terminer par les perspectives, les éléments qui permettent, qui auront la capacité d'améliorer le rendement des radars à pénétration sol. Donc, l'IA embarquée, donc traitement des données réelles sur terrain. Il faut penser, jusque-là, on utilise les RPS, ensuite les données sont envoyées à distance pour être traitées et diagnostiquées. Là, il y a moyen d'utiliser donc les moyens IA embarqués pour traiter à l'échelle locale la robotique agricole autonome, les robots agricoles, les tracteurs intelligents, les drones terrestres. Donc tout ça, il y a un fort potentiel d'amélioration aussi. Et là, la tendance, c'est l'agriculture durable.
Donc, une bonne gestion d'eau, la réduction de l'impact environnemental des moyens qu'on va utiliser. On cherche toujours à développer des matériaux qui sont pas beaucoup, des équipements qui ne consomment pas beaucoup d'énergie, qui sont, comment dire, avec un coût réduit. Donc, tout ça fait partie de ce qu'on appelle l'agriculture durable. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup. On va prendre une ou des questions pour aller vite. Le reste de la discussion, ça sera dans la pause, café et n'importe quoi. Il n'y a pas de question, c'est bien. Bon, déjà, c'est moi qui te prépare. Moi, je vais poser des questions. Pour apprendre. Ah. Merci. Il y a quelque chose qui m'a intrigué. Je crois que parce que tu maîtrises un peu le domaine de l'équation au radar. Ouais. Moi, j'ai eu cette confusion parce que je suis dans la place de l'étudiant. Ouais. Et la confusion entre R. R la distance, R la réflexion. Ah oui, là c'est un mauvais, oui, c'est vrai, désolé. Donc là je parlais de la distance, désolé, parce que là c'est la distance et là c'est la réflectivité, autant pour moi. Absolument, bien sûr. Bien sûr. Moi, côté pratique, par exemple, j'ai vu un peu le radar qui se déplace un peu sur le sol. Oui. Comment est-ce qu'il faut aménager d'abord le sol parce que on peut écraser finalement l'écriture. Oui, bon, il est placé à une certaine distance. Il est plat parce que là, on a besoin, parce que le principe de radar, c'est d'avoir l'air, donc une transition entre l'air et le sol. Donc, il y a besoin d'être pas collé automatiquement au sol, sinon la réflexion ne va pas se passer. Donc, la distance intervient finalement. La distance intervient parce que, comme je l'ai défini ici, cette équation, en fait, la réflectivité du sol, il y a besoin de la présence de l'air. Hein. Il y a besoin d'un changement de permittivité. Donc, epsilon R représente le sol. Epsilon R1, c'est l'air, et epsilon R2, le sol. Donc, on a besoin d'un minimum de distance entre le sol, le radar et le sol, mais il ne faut pas être très loin pour, assurer une bonne pénétration. Donc, même les drones, quand on utilise un vol qui est très au ras du sol, on va dire, d'accord. Mais on ne plaque pas le radar directement sur le sol. On peut le garder, par exemple, à 50 cm ou voilà. Okay. Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir de t'avoir parmi nous. Merci Sifatri. Donc, à suivre. Merci. Allez, on va ça. Voilà. Non, je n'ai pas assisté à la présentation. Comment tu vas poser une question? Avec plaisir. Est-ce que vous avez... Non, c'était la question que vous avez posée, c'est vrai, concernant donc, la distance entre les radars et le surface du sol. Est-ce que vous avez pris en considération les questions de la rugosité du sol? Pardon, la rugosité. La rugosité. Vous parlez du profil du sol? Non, à la surface du sol. Dans l'agriculture, dans un parcours, il y a quelque chose comme ça, pas exactement ça. C'est-à-dire, c'est la nature de la terre. Est-ce que, par exemple, si on a un terrain rigide, voilà, plat, lisse, des fois on a نحكيو على التران نقول لك الارض البور دونك déjà تبدا فيها des pierres, d'accord. Je ne serai pas en mesure de vous répondre, à vrai dire, parce que en fait, j'ai travaillé sur le radar, sur l'aspect plutôt, on va dire, militaire. Là, j'ai essayé d'avoir des... On peut calculer simple, dans la bande VHF. Voilà. VHF, c'est-à-dire la longueur d'onde est assez importante. Donc, tout ce qui est comparable à la longueur d'onde ne va pas poser de problème. C'est-à-dire ce qui est 50 cm par rapport à 3 ou 4 mètres, on va dire qu'on considère que c'est plat. Ah, d'accord. Par contre, si on prend des fréquences plus élevées, la longueur d'onde devient petite. Et là, on regarde que ce qui est de l'ordre de grandeur de lambda. Parce que c'est protégé, c'est d'après ce que j'ai compris, c'est protégé que ça ne regarde que vers le sol. Maintenant, la rugosité, en termes de peut-être conductivité ou nature d'électrique, ça oui, c'est le but un peu de travail. C'est-à-dire la réflexion, c'est qu'on a une onde qui part du sol, de l'air, disons, dès qu'elle rencontre un matériau différent, avec une permittivité différente, puis la réflexion. Et lui, il détecte la réflexion. Et sinon, la nature de la réflexion, et parce qu'il va faire un balayage spatial, que ce soit unidimensionnel, bidimensionnel ou tridimensionnel, il va faire un petit calcul, il va déduire un peu les caractéristiques du sol.
Ok, merci César. Merci. À la prochaine.